Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le 2 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant sur la vie et les doctrines des philosophes, à la partie qu'il consacre à Schopenhauer. La dernière vidéo, on a entamé la sixième partie, la sagesse dans la vie. Euh, le petit un de cette partie-là, c'était la philosophie. Et là, nous passons au petit 2, le génie. Donc, je lis ces commentaires. En fait, c'est les commentaires et puis des sortes de résumés de la philosophie de Schopenhauer. Et ça me sert un petit peu de prétexte à développer ma théorie, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection euh, dans un temps futur. Hein. Et donc l'humanité a un sens, que tout ce que nous faisons dans cette humanité a un sens. Et cette finalité, dans cette finalité, c'est la sagesse, l'unité universelle, la paix universelle, euh, une organisation sociale et technique et de l'ensemble de l'humanité parfaite, la gestion idéale du caractère humain, le fait que l'homme ne peut plus être ou n'est plus un loup pour l'homme, que l'homme n'abuse plus ses congénères, etc. Et voilà. Et en fait, la valeur essentielle de cette finalité, selon mon analyse, euh, elle est spirituelle, cette finalité. Et c'est l'extase, la capacité pour l'homme de vivre l'état extatique, l'état de béatitude, de nirvana, de contemplation totale, pure, euh, sans aucune difficulté. Voilà. Et cet état-là, comme l'a montré apparemment Schopenhauer dans la partie précédente, dans la vidéo précédente, que malheureusement j'ai aussi intitulé numéro 15, et bon, c'est pas grave, il faut voir c'est la 14 en réalité. Et il conclut en fait que pour être heureux, pour être parfaitement heureux, c'est la fin de tout ce qui est désir, de toute intentionnalité, de tout besoin, etc. Donc effectivement, il faut que l'humanité soit achevée, que toutes ces structures soient totalement achevées, que nous ayons réussi à faire de cette humanité un endroit absolument, on va dire, autonome, euh, sans, sans utiliser d'énergie fossile, etc., qu'on ait résolu tout ce genre de choses, que l'homme n'ait plus aucun impact sur son environnement. Euh, voilà, et c'est très possible. Si on prolonge si on prolonge tout le travail que l'humanité est en train de faire, depuis quelques décennies, on commence à prendre conscience, et depuis quelques années même, là, l'humanité commence à prendre conscience de l'importance de découvrir des énergies renouvelables, d'arrêter d'abîmer le climat, etc., etc. Donc là, c'est, admettons, 10 ans de prise de conscience. Mais projetons-nous dans 100 ans d'évolution, dans 100 ans de progrès, dans 200 ans de progrès, dans 300 ans de progrès liés à cela. Parce que maintenant qu'on a commencé à réfléchir à cela, à, à vraiment décider
que l'écologie était une des valeurs fondamentales de notre évolution, eh ben, il suffit de se projeter dans 300 ans, dans 400 ans, pour voir que, effectivement, l'homme aura trouvé tous les moyens d'avoir une énergie absolument propre, avec le soleil, avec le vent, avec, je sais pas, bon bref, tout un tas de nouvelles techniques qu'on ne peut même pas imaginer. Comme il y a 100 ans, les gens ne pouvaient pas imaginer, je sais pas moi, les centrales nucléaires ou même les avions à réaction, voilà. Donc dans 100 ans, on ne peut même pas imaginer ce que l'humanité aura découvert pour voyager, pour communiquer, pour comment elle aura organisé sa vie sociale, etc. Et donc la finalité, l'état d'ultime perfection, selon que j'imagine être notre futur, parviendra à cet état où l'homme non seulement ne sera plus un loup pour l'homme, donc sera totalement inoffensif, sera inoffensif envers la planète, envers les autres animaux, etc. Et donc aura comme... après, bon, on peut voir cela comme un monde qui nous paraît pas très agréable à vivre, puisque nous aimons être confrontés au danger, à la précarité, à la difficulté, à la compétition, enfin toutes ces pulsions. Mais évidemment, l'humanité réglera aussi ce problème-là. Ce goût pour la pulsion sera dévalué progressivement au profit du goût de l'appétence pour l'extase, pour la contemplation, etc. L'homme s'adapte toujours à son évolution. Donc l'homme, dans 300-400 ans, sera adapté à un monde, par exemple, entièrement pacifié, entièrement universalisé. Il sera tout à fait adapté à cela. Voilà. Donc, là, nous attaquons le génie. Le génie est la plus haute expression de cette connaissance libérée de la volonté. C'est toujours la volonté qui était sa base. Mais, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, c'est peut-être pas la volonté qu'il faut voir à ce niveau-là. Mais bon, la volonté pour le génie, voilà, restons sur cette idée-là. Le génie est la plus haute expression de cette connaissance libérée de la volonté, une volonté connaissante. Les formes inférieures de la vie sont entièrement constituées de volonté sans connaissance. En général, l'homme est surtout volonté, faible et sa connaissance. Le génie est surtout force de connaissance et faible de volonté. C'est exactement ça, tout à fait. C'est très juste. Et c'est là où on voit l'intuition, l'intelligence de ce Schopenhauer, voilà, et de ces grands philosophes. Toute la lignée de ces grands philosophes qui tracent la ligne de la philosophie, de l'histoire de la philosophie, depuis les présocratiques jusqu'à aujourd'hui, et même avant, sans doute, les présocratiques. Le génie est surtout force de connaissance et faiblesse de volonté. Le génie réside en ce que la faculté de connaître a été développée au-delà des exigences de la volonté. C'est tout à fait juste. Ce qui demande la transition d'une certaine force de l'activité reproductrice à l'activité intellectuelle. C'est la transcendance de cette pulsion, de nos pulsions. En fait, c'est la frustration de nos pulsions qui nous pousse dans le génie. En fait, on ne peut pas exprimer nos pulsions basiques et donc vivre pleinement notre vie. En fait, on est frustré de ne pas pouvoir vivre notre vie. C'est bien souvent le cas
du névrosé, de l'hypernévrosé. Il n'arrive pas à exprimer sa capacité de vivre, son énergie vitale, son énergie de vivre, son désir de séduire, de se battre, etc., tous ces désirs primaires dont parle Nietzsche, de l'aristocrate guerrier. Il ne peut pas atteindre ce degré-là, et en fait, il transcende cette énergie-là et en fait une œuvre d'art. Et si tout converge dans son esprit, la clairvoyance, l'intelligence, l'hypercréativité, voilà, tout un tas de faisceaux sont en place pour transcender cette énergie vitale en art, il peut devenir un génie en fait. Et c'est juste ça le génie. C'est qu'un homme normal qui simplement a une capacité créatrice énorme. C'est tout, voilà. Et qui décline de sa frustration et de ses pathologies en réalité. Ouvrez les guillemets. La condition fondamentale du génie est une prédominance anormale de la sensibilité et de l'irritabilité sur la puissance reproductrice. Fermez les guillemets. Il a tout à fait compris le mécanisme. Et il se considérait très certainement comme un génie, ce qui est tout à fait normal. De se considérer comme un génie n'a rien d'orgueilleux. Si on comprend que le génie, c'est un terme, hein, c'est comme maçon, comme, je sais pas moi, voilà, comme bagarreur, voilà, il a c'est comme particularité le fait d'être un génie, c'est tout. De là vient l'hostilité entre le génie et la femme, qui représente la reproduction et la suggestion de l'intellect à la volonté de vivre et de faire vivre. Ouvrez les guillemets. Les femmes peuvent avoir beaucoup de talent, mais point de génie, car elles restent toujours subjectives. Fermez les guillemets. Chez elles, tout est personnel et envisagé comme moyen d'atteindre leur but personnel. Alors bon, là, c'est quand même terrible d'être obligé de lire ça. Mais bon, voilà, on va lui laisser la responsabilité de ses propos, qui, ne l'oublions pas, ont été proposés à l'humanité en 1818. Hein, cette date de l'apparition de son ouvrage. Et il avait quelque chose contre les femmes. On peut comprendre avec la mère qu'il a eue et les relations à la mère qu'il a eue. C'est tout à fait... on peut le comprendre. Voilà. Bon, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Les femmes sont aussi géniales que les hommes. Et voilà, on trouve autant de génie chez les femmes que chez les hommes. Simplement, pendant des siècles, on leur a barré la route. Les hommes leur ont barré la route de certains métiers où le génie est beaucoup plus mis en lumière ou évident. Voilà. Donc, d'autre part, ouvrez les guillemets, le génie n'est pas autre chose que l'objectivité la plus parfaite, c'est-à-dire la direction objective de l'esprit. Et là encore, il a raison. Moi, je découvre ce qui est écrit. Hein. Je ne l'ai pas lu avant. Je découvre en même temps que je le lis. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Ça n'est pas autre chose que l'objectivité la plus parfaite, finalement. Ce qui revient à perdre complètement de vue nos intérêts, notre volonté, nos fins. C'est exactement ça. Nous devons pour un temps sortir absolument de notre personnalité, n'être plus que pur sujet connaissant, œil limpide de l'univers entier. Et c'est là où il n'y a plus d'ego en réalité. Quand on a la chance de tomber dans la passion créatrice et qu'on a quelque chose de très nouveau à apporter à l'humanité, comme ça a été le cas de,
Schopenhauer, et je pense que c'est le cas de la mécanique universelle, à ce moment-là, il n'y a plus d'orgueil en réalité. On est conscient que notre travail est important, qu'il apporte quelque chose, etc. Mais on sait que c'est pour une vision beaucoup plus haute. Il y a quelque chose qui barre la route au fait que ça soit un orgueil euh, narcissique, un orgueil qui a une vision trop grande de lui-même. C'est pas une sorte d'orgueil, mais il y a une vision juste de son potentiel, mais qui ne se fait pas au détriment d'autrui, qui ne se fait pas et qui n'exagère pas ses propres capacités. Schopenhauer savait ce qu'il était, savait ce qu'il créait, savait ce qu'il apportait à l'humanité. Voilà, c'est tout. Il savait que son esprit il était le premier témoin de cet esprit-là. C'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Dès lors, l'expression géniale d'une physionomie consiste en ce qu'on y peut voir une prépondérance marquée de la connaissance sur la volonté. C'est exactement ça. En ce que l'on y trouve la marque d'une connaissance exempte de tout rapport avec une volonté, c'est-à-dire l'expression d'une connaissance pure. C'est exactement ça. Il n'y a pas de but chez le génie en réalité. Il n'y a pas de but pour soi. On veut bien sûr être reconnu à un certain moment pour notre travail, mais ça n'est pas la priorité. En fait, la priorité, elle est à l'œuvre. Et toute la différence se fait à ce niveau-là. Et c'est là où des hommes... J'ai écrit tout à l'heure à un homme politique qui se présente aux élections. Et j'ai pas osé lui dire, mais de prendre exemple sur De Gaulle, justement. Que pour changer son caractère, quand on a un caractère soupolé, agressif, voilà, un peu qui peut être explosif, chose que les Français ne veulent pas, ne votent pas pour ce type de caractère. Globalement, une petite minorité de gens vont voter quelques pourcentages, une dizaine de pourcents, 20%, vont peut-être s'intéresser vont avoir de l'affection pour des caractères comme ça explosifs. Mais la grande majorité, celle qui fait les élections, les 60% qui font les élections, c'est ceux-là, les 50%, 55%, ceux-là veulent quelqu'un qui privilégie l'œuvre à son caractère. Et pour changer de caractère, il faut viser l'œuvre avant soi-même. C'est ce qu'a fait un homme comme De Gaulle. De Gaulle, il avait une vision haute de ce qu'il était, de sa personnalité, de son potentiel, mais une vision juste. Et il ne privilégiait pas son caractère, ce qu'il était, son comportement. C'est pour ça qu'il n'était pas excessif. Il privilégiait avant tout l'œuvre à accomplir, sa mission. Et c'est ce qui fait que c'est une réussite à ce niveau-là. Et que tout le monde le ressent, ça, au fond. Parce qu'on ne peut pas y accrocher réellement d'agressivité derrière quelqu'un qui est dans une mission comme ça. Et tant qu'on n'a pas la mission avant, c'est le caractère, c'est notre ego qui prédomine. Et quand un homme politique fait prédominer son ego, ben son œuvre, elle est basse, elle est faible. Et donc son envie de réussite, son envie d'agir pour la France, pour le peuple, etc., de réussir quelque chose pour l'ensemble humain, ça passe après l'envie d'abord de réussir à être élu, et donc d'inscrire son nom au fronton des hommes politiques, des chefs d'État. Et là, c'est pas bon au niveau de
un chef d'État qui est comme ça fait pas un bon chef d'État. Et c'est, depuis 40 ans, nous avons affaire à des chefs d'État essentiellement comme ça. Très rares sont ceux qui n'ont pas eu cet état d'esprit dans les 40 ans qui sont passés. La plupart, ils étaient surtout contents, ils étaient fiers d'être élus, et c'était ça qui était prédominant. Ils n'étaient pas heureux d'être élus pour marquer l'histoire de France d'un passage qui donne du bonheur à la plupart, à son peuple, qui réduit les écarts entre riches et pauvres, qui soutient les plus pauvres, qui aide les plus... etc., qui crée des choses incroyables pour la France. C'est pas pour rien que tous ces derniers chefs d'État n'ont rien créé au niveau de la France. Il faut s'arrêter à Jacques Chirac qui a fait le musée des arts premiers, Mitterrand qui a fait la pyramide, etc. Voilà. Mais après, qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi? Parce que l'idée n'était pas de faire quelque chose pour la France. L'idée était de devenir chef d'État. Et là, ça fait de très mauvais chefs d'État. Sous De Gaulle, ben voilà, il suffit de regarder ce qui a été créé à l'époque de Gaulle, par De Gaulle, ce qu'il a fait ce qu'il a donné à la France dans son passage, et on voit tout de suite celui qui est élu pour lui-même et celui qui est élu pour la France. Alors, au contraire, dans les physionomies communes, l'expression de la volonté est prépondérante. Voilà. Alors, la connaissance sur la volonté. Exemple de tout rapport avec, c'est-à-dire, voilà. Au contraire, dans les physionomies communes, l'expression de la volonté est prépondérante. Et l'on voit que la connaissance ne s'exerce chez elle que par une impulsion de la volonté. C'est-à-dire qu'elle ne se dirige que d'après des motifs d'intérêt personnel. Exactement. Et c'est tout à fait ça. Il a absolument compris, Schopenhauer, le problème de celui qui est motivé par son intérêt personnel et celui qui est motivé par l'intérêt général et qui passe du côté du génie. Parce que ça donne une force énorme à la créativité. Ça n'a plus rien à voir. Celui qui travaille consciemment pour l'humanité, il donne vraiment une autre œuvre à n'importe quel niveau, que ce soit un musicien, un peintre, voilà, n'importe, un cinéaste. Ça n'a rien à voir entre celui qui travaille pour son bien personnel et celui qui travaille pour l'humanité. Voilà. Et c'est pareil pour l'homme politique, exactement la même chose. Libéré de la volonté, l'intellect peut saisir l'objet tel qu'il est. Le génie nous met en face du miroir magique dans lequel tout ce qui est essentiel et significatif nous apparaît réuni et mis en lumière de la façon la plus claire, tandis que ce qui est accidentel et étranger est laissé de côté. La pensée perce à travers la passion, comme le soleil perce à travers les nuages, et révèle le fond des choses. C'est exactement ça. Derrière ce qui est individuel et particulier, elle saisit l'idée platonicienne, ou l'universelle essence dont elle est une forme. Tout comme le peintre aperçoit dans la personne dont il reproduit les traits non seulement l'image et le caractère particulier, mais une certaine qualité universelle et une réalité permanente révélée par l'individu qui n'en est que l'image et le symbole. C'est tellement bien dit, tellement bien vu, tellement juste. Le secret du génie consiste donc à percevoir clairement et impartialement ce qui est objectif, essentiel et universel. Ah là là, c'est un pur régal de dire ça.
C'est ce rejet de l'équation personnelle qui laisse le génie si mal adapté dans le domaine de l'activité volontaire, bien sûr, pratique et personnelle. En voyant si loin, il n'aperçoit pas ce qui est proche. Il est imprudent et bizarre. Et alors que sa vue est... C'est exactement mon cas. Voilà. Je suis imprudent et bizarre. Je m'ennuie dans l'activité classique. J'ai aucun sens pratique vraiment bien développé. Un petit peu quand même, mais bon. Et alors que sa vue est fixée sur une étoile, il tombe dans un puits. De là en partie le caractère insociable du génie. Il pense à ce qui est fondamental, essentiel, éternel. Les autres pensent à ce qui est temporaire, spécifique, immédiat. Son esprit et le leur n'ont pas de point commun et ne se rencontrent jamais. En général, un homme est sociable dans la mesure où il est pauvre intellectuellement et vulgaire. Oh. L'homme de génie a ses compensations et n'a pas autant besoin de société que ceux qui vivent dans une perpétuelle dépendance de ce qui est en dehors d'eux. Ouvrez les guillemets. Le plaisir qu'il retire de tout ce qui est beau, la consolation de l'art, l'enthousiasme de l'artiste, lui permettent d'oublier les soucis de l'existence. Fermez les guillemets. C'est exactement ça. On se régale et on se régénère au génie. On se régénère. Voilà, moi, à la lecture de ce que je suis en train de lire, en découvrant cela de Schopenhauer, mon corps souffre moins, se régénère, se sent bien, est heureux. Voilà. Le dédommage des souffrances qui augmentent pour lui en proportion de la lucidité de sa conscience et le console de vivre en solitaire au milieu d'une race d'hommes toutes différentes. Eh bien, c'est incroyable. C'est vraiment extraordinaire de lire ça. Il arrive toutefois que le génie réduit à l'isolement sombre parfois dans la folie. C'est ce qui arriva à Nietzsche. Et c'est ce qui peut très bien arriver à la plupart des génies, je pense. On est très proche de cet instant de folie, en fait, de ce moment où le cerveau ne peut plus supporter la douleur de la réalité, de la conscience. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses, mais le cerveau peut sombrer dans la folie pour préserver l'homme de la souffrance. L'extrême sensibilité qui le fait souffrir par l'imagination et l'intuition contribue avec la solitude et l'inadaptation à briser les liens qui rattachent son esprit à la réalité. Aristote avait encore raison. Les génies de la philosophie, de la politique, de l'art ou de la poésie semblent tous doués d'un tempérament mélancolique. C'est clair. Le rapport direct entre le génie et la folie se voit dans la biographie des grands hommes, tels que Rousseau, Byron, Alfieri, etc. Ben oui, pour lui aussi, c'était très important qu'il y ait devant lui, devant Schopenhauer, tous ces hommes, Rousseau, Byron, Alfieri, etc. C'était ses masseurs, en fait. Au cours d'une enquête minutieuse dans les asiles d'aliénés, j'ai découvert des cas individuels de malades qui étaient incontestablement doués de grands talents et dont le génie se manifestait clairement à travers leur folie. 2. De même en littérature, le portrait des caractères acquiert sa valeur, toutes choses égales d'ailleurs dans la mesure, non c'est pas ça. Voilà. C'est la thèse de Lombroso, qui ajoute Schopenhauer à la liste. Cependant, chez ces demi-fous, ces génies, que se rencontre la véritable aristocratie de l'humanité. Oh là là, ben là c'est beaucoup quand même. Mais bon, pourquoi pas? Oui, d'accord. Je veux bien. C'est pas désagréable. Dans le domaine intellectuel, mais malheureusement, comme on est des défaillants en tant que génie, on n'y croit pas. On arrive à l'entendre, mais on ne peut pas l'intégrer viscéralement. On ne croit pas en soi. On ne croit pas en nous. On est dans le doute perpétuel. Notre narcissisme a été
écrasés, foulés aux pieds, maltraités. Et donc on peut entendre, on peut même se gargariser, dire oui je suis génial, etc. Mais au fond de soi on n'y croit pas, on n'arrive pas à l'intégrer dans nos tripes, dans notre esprit, dans nos viscères. Et donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas tomber dans l'excès narcissique. Voilà. C'est d'ailleurs une bonne chose que ce soit comme ça. Dans le domaine intellectuel, la nature est hautement aristocratique. Les distinctions établies par l'intellect sont bien plus grandes que celles qui existent en n'importe quel pays du fait de la naissance, du rang, de la fortune ou de la caste. La nature n'accorde le génie qu'au petit nombre, car ce don généralisé serait incompatible avec les visées normales de la vie, qui réclament l'application à des tâches déterminées et immédiates. C'est le vœu de la nature que même les savants soient des cultivateurs du sol. En fait, c'est d'après cette norme que les professeurs de philosophie devraient être estimés. Leurs œuvres se trouveront alors répondre à tout ce que l'on peut raisonnablement attendre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est à cette aune que ce qu'on devrait être vraiment mesuré et pas au fait d'être un intellectuel célèbre, d'avoir fait des études prolongées, d'avoir des connaissances inouïes dans la philosophie, de passer à la télévision, d'être reconnu, de vendre des livres, tout ça, ça aucun, c'est pas la marque, c'est universitaire, etc. C'est peut-être même un problème quelque part pour bien des philosophes. Voilà. Et rares sont ceux qui, comme Hegel ou comme Spinoza, il était excentré du système. Hegel, finalement, je pense qu'il, même s'il était connu, reconnu, etc., mais la plus grande partie de son temps, il le consacrait à son travail. Ça devait être, il devait en avoir, entre guillemets, rien à foutre d'être la vedette de l'Allemagne à l'époque. Ce qui importait, c'était au-delà de ça. Voilà, donc je suis arrivé à la fin de ce sous-petit chapitre sur le génie. On attaquera le 3, c'est l'art. Voilà, eh bien je suis tellement heureux d'avoir rencontré ce Schopenhauer décrit de manière magistrale par le génial Will Durant. Parce que c'est du génie de pouvoir éclairer un philosophe comme Schopenhauer, même si Schopenhauer n'est pas le plus compliqué des philosophes, mais il faut du génie pour vulgariser et pour mettre à la portée de tout le monde un philosophe. Donc tous ces philosophes qui sont des vulgarisateurs, mais qui ne trahissent pas, qui ne se permettent pas de juger les philosophes de manière d'en abîmer le travail, en fait. Comme certains, là actuellement, des philosophes médiatisés qui font des livres à tir à l'arigot et qui se permettent d'aller de critiquer, mais vraiment violemment, des gens qui ont donné vraiment leur existence à la philosophie. Tout ça pour pouvoir mettre en lumière des philosophes mineurs qui sont mineurs pas pour rien, des philosophes, c'est pas une question de mineurs, mais
des philosophes comme les sophistes, par exemple, c'est juste pour confirmer le fait que il n'y a pas de mal à être sophiste, il n'y a pas de mal à gagner des sous, il n'y a pas de mal à vivre dans le luxe avec ça. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a du mal en tant que philosophie. Ça oriente une philosophie. C'est pas simple pour un philosophe d'en être à ce degré-là. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. La philosophie mérite quelque chose mérite de l'isolement, je pense. Une grande part d'isolement. À bientôt. Merci.